Bonjour, bienvenue donc ici au Palais de Chaillot, bienvenue à toutes et à tous. Merci donc à l'assistance et merci aux participants à cette table ronde intitulée Les océans au carrefour des questions de biodiversité, climat et sécurité. Voilà, je voulais vous dire qu'au nom de TV5 Monde, j'étais ravie de passer ces 45 minutes avec vous toutes et tous. Alors, quelques petits chiffres rapidement, quand même. Les océans recouvrent 70% de la surface de la Terre, produisent 50% de l'oxygène. Et pourtant, à Nice, c'était seulement la 3e conférence des Nations Unies qui leur a été consacrée. Les océans sont aussi bien sûr au centre des grands enjeux géopolitiques. Les grandes puissances rivalisent pour prendre le contrôle de certaines zones, car elles revêtent une importance économique stratégique capitale. Alors comment les océans, qui sont quand même à l'origine de la vie, et sont aussi les grands oubliés de la bataille pour la défense de l'environnement. Comment les protéger, comment statuer sur les questions de souveraineté? Je pense que c'est un peu les questions qui nous animeront aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Christophe Prazuc, amiral, devrais-je dire, ancien chef d'état-major de la marine française entre 2016 et 2020. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Merci d'être avec nous. Avec nous également Julia Tass, directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Océan. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'Observatoire Défense et Climat, un projet financé par le ministère des Armées et mené par l'IRIS. Merci également de nous honorer de votre présence. Avec nous également le capitaine de vaisseau Jérôme Chardon. Commandant, merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint, chef de division coopération bilatérale Sud et à l'état-major des armées. Merci également d'être des nôtres. Et enfin, last but not least, Cyril Poirier-Coutancé, vous êtes directeur des études du Centre d'études stratégiques de la marine. Merci également à vous. Première question à vous, amiral. On a souvent l'impression que les océans sont les grands oubliés des négociations sur le climat. Pourtant, en termes de changement climatique, de biodiversité, de sécurité, ils occupent une position absolument centrale. C'est en fait aussi un peu ce constat qui a ce manque de recherche, ce manque de données qui vous a amené à lancer notamment la mission Bougainville, qui vous tient à cœur. Oui, la mission Bougainville me tient à cœur. Et pour revenir sur les 3 crises que vous avez évoquées, quelques mots. Ces 3 crises qui sont différentes les unes des autres, la crise climatique, la crise de la biodiversité et puis la crise des relations internationales. Et en fait, ces crises qui sont différentes, en vérité, elles sont entrelacées. Elles sont entrelacées dans l'océan. La crise climatique, elle transforme l'océan. Elle le réchauffe, elle l'acidifie, elle diminue son oxygène, elle transforme les conditions physiques, les courants à l'intérieur de l'océan. Et en faisant ça, évidemment, cette transformation de l'océan due au climat affecte les êtres vivants qui sont à l'intérieur de l'océan. Et donc a un impact sur la biodiversité. C'est pas le seul moteur de la perte de la biodiversité. Il y a la pollution, il y a la surexploitation, il y a l'urbanisation des côtes, mais c'est un facteur aggravant de la crise de la biodiversité. Et dernière crise que vous avez évoquée, c'est celle du multilatéralisme, des relations internationales. On parle souvent des océans, mais en vérité, il n'y a qu'un seul océan. Les océans sont interconnectés. Et les poissons ne connaissent pas les frontières, ni les vagues de chaleur marine, ni les cyclones. Et donc, comprendre l'océan, c'est nécessairement avoir une vision globale, avoir une coopération internationale. Tout ce qui va limiter la coopération internationale, notamment scientifique, ou sur des mesures comme limiter la pollution plastique, limiter la décarbonation du transport maritime, toutes ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, elles auront un impact sur notre compréhension de l'océan. Elles vont nous rendre non seulement impuissants à préserver l'océan, mais également ignorants de ce qui se passe. Alors vous pourrez me dire, mais finalement, so what? Ok, si on perd quelques espèces de crevettes claqueuses, quel est le problème pour nous? Quel est le problème pour moi? En fait, il y aurait 1000 réponses à ça. 1000 réponses sur ce que c'est que la biodiversité, etc. Mais je vais prendre 3 illustrations simples. D'abord, la compétition pour les ressources. Si la biodiversité change, si les océans changent, des espèces vont migrer. Elles vont aller vers des endroits, vers des lieux de l'océan qui correspondent à celui dans lequel elles sont développées depuis des siècles et des millénaires. Mais les espèces qui ne peuvent pas bouger, soit elles s'adaptent, soit, en règle beaucoup plus générale, elles vont disparaître. Et ça veut dire que les zones de pêche
en particulier vont changer. Ça veut dire que la compétition pour la ressource halieutique va être plus dure qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vue de l'esprit, la compétition pour les ressources halieutiques. Ce sont quasiment des batailles navales en mer de Chine du Sud, dans le golfe de Guinée. Voilà. 3 milliards de personnes dépendent des ressources halieutiques pour leurs protéines, pour leurs ressources en protéines. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, ce sont les catastrophes naturelles. On entend tous aujourd'hui parler de la Jamaïque, on entend tous parler de Cuba. On sait que ces catastrophes naturelles vont avoir une puissance démultipliée. Il y a quelques années, le PDG d'AXA, une compagnie d'assurance, disait « Un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable ». Ça, c'est une prévision économique, mais en vérité, ça veut dire qu'il n'est pas réparable. Ça veut dire qu'un monde à plus 4 degrés, une fois qu'une catastrophe naturelle se sera répandue sur un pays, le pays pourrait ne pas s'en relever. Un pays comme la France s'en relèvera, mais des pays plus petits, je pense à Mayotte l'année dernière touchée par Chido, sans l'appui de la France, on peut se poser des questions sur la capacité d'une île comme celle-là à se reconstruire. Ça veut dire probablement des faillites d'État. On a quelques États comme ça qui se sont effondrés. Eh bien, dans les décennies qui viennent, ces crises-là, ce sont également des crises politiques, des crises d'effondrement d'État. Et mon dernier point d'illustration, ce sont les côtes. C'est l'urbanisme côtier. On sait que dans cette transformation climatique, l'océan se dilate, le niveau de la mer augmente, mais il n'augmente pas partout de la même manière. Il y a des endroits où il va baisser. Au fond du golfe de Botnie, en Finlande, la mer va baisser de 1 mètre. En Bretagne, elle va monter de 1 mètre. Mais dans des endroits comme Jakarta, elle va monter de 3,80 m. La population autour de Jakarta, c'est 30 millions de personnes. L'université de Ho Chi Minh Ville a déjà imaginé que 17 millions de personnes qui vivent dans le delta du Mékong, avant la fin du siècle, seraient les pieds dans l'eau. Ça veut dire des mouvements de population considérables. Et qui dit mouvement de population, dit tension politique. Alors, que vient faire la mission Bougainville là-dedans? Sorbonne Université et la Marine nationale, soutenue par Naval Group, soutenue par l'Office français de la biodiversité, ont décidé de contribuer à l'acquisition de connaissances sur l'océan. Comme disait Sylvia Earle, notre première difficulté, c'est l'ignorance. L'océan est connu 1000 fois moins que l'atmosphère. Il y a 1000 fois moins de mesures dans l'océan que dans l'atmosphère. Et donc multiplier ces observations, c'est mieux comprendre l'océan et mieux prévoir l'évolution de l'océan. C'est ce qu'on fait avec la mission Bougainville, en envoyant des étudiants de Sorbonne Université sur des bateaux de la marine observer le microbiome océanique. Le microbiome océanique, c'est ce qu'il y a de plus anodin dans l'eau de mer, ce qu'il y a de plus petit, ce qui semble de moins remarquable. Ce sont des micro-organismes, et ce sont ces micro-organismes qui sont pourtant responsables de la création de 50% de l'oxygène sur la planète et à la base de la chaîne alimentaire. Et bien donc, on a mis en place dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, des observations systématiques de ce microbiome qui vont nous permettre d'avoir une vision précise et sur la durée de l'état de santé de l'océan. Ce seront des données uniques au monde et c'est également un outil de coopération internationale dans le Pacifique Sud et l'océan Indien. Merci pour ce super exposé. Julieta, justement, l'amiral nous disait à quel point on manque de données, on manque de recherche. Je pense que vous, avec le programme Océan, qui est une mission scientifique destinée justement à étudier l'impact du changement climatique sur les milieux marins, mais aussi ses répercussions géopolitiques, vous n'allez certainement pas nous dire le contraire. Quelle aide la recherche sur les changements climatiques peut-elle apporter justement à la réflexion sur les questions de défense, de sécurité? On a souvent tendance à les disjoindre. Oui, merci beaucoup. Et à l'inverse, comment la défense peut aider à la recherche scientifique? Alors ça, l'amiral a déjà présenté une partie de ces éléments des éléments de réponse à cette question. Comment la Marine nationale, par exemple, peut aider, notamment en embarquant des jeunes étudiants dans le cadre de la mission Bougainville. Peut-être pour rebondir sur différents éléments que l'amiral a présentés. Effectivement, les océans sont à la fois au cœur du système climatique, puisque l'océan a un rôle de régulateur du climat. Donc, on a mentionné l'impact de la production d'oxygène par le phytoplancton
sur l'ensemble de l'équilibre de l'atmosphère. Mais ce qu'il est important de comprendre également, c'est que la circulation océanique redistribue la chaleur entre le niveau de l'équateur et les pôles. Et donc, le rôle de l'océan en tant que régulateur du climat, il a été compris au cours des dernières décennies de plus en plus finement par les modèles mathématiques. C'est encore des recherches qui sont en cours, mais à mesure que l'on comprend la centralité des océans dans la régulation du système climatique, on comprend également l'impact que l'on va avoir, nous, en tant qu'espèce humaine, à la fois par le changement climatique, mais aussi par l'érosion de la biodiversité, sur les équilibres mondiaux. Et comme l'a dit l'amiral, déséquilibrer les chaînes alimentaires, par exemple, c'est déséquilibrer des secteurs comme la pêche, participer au réchauffement des eaux à travers le changement climatique, c'est mettre en danger les barrières de corail qui sont des éléments essentiels pour le tourisme de certaines îles. Donc en fait, il y a une imbrication entre les facteurs environnementaux et les facteurs de stabilité socio-économique et donc de stabilité politique. Souvent, on va dissocier ces champs d'études. Alors, ce qui est intéressant dans le milieu maritime, c'est que finalement, comme il est à la périphérie de beaucoup de champs d'études, on va par exemple avoir une vision du monde, nous, Européens, qui est une vision qu'on appelle la projection Mercator, où on va diviser l'océan Pacifique en deux. Donc en fait, en divisant l'océan Pacifique en deux, parce que ça permet d'avoir l'Europe au milieu de la carte, in fine, de manière un peu feutrée, ce que l'on va impliquer, c'est que les espaces maritimes sont à la périphérie des zones d'études de la géopolitique. De la même manière, les modèles mathématiques sont beaucoup plus précis pour l'étude de l'atmosphère qu'ils ne le sont sur l'étude des circulations océaniques. Et donc en mettant de cette manière les océans à la périphérie de différents champs d'études, on a laissé énormément d'éléments d'incertitude en fait. Donc c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on est à un moment clé où on avance très vite à la fois sur les sciences marines, donc en physique, en biologie, mais on avance également assez rapidement dans les sciences géopolitiques. Et donc on peut encore faire ce rapprochement entre les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles. Et c'est ce qu'on fait donc notamment à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, où on va travailler à la croisée de ces différents domaines. Et l'Observatoire Défense et Climat, dont je suis membre du conseil scientifique, publie à la demande du ministère des Armées des études qui vont s'intéresser de manière très précise, avec des focus à certaines zones géographiques ou à certains grands enjeux. On va s'intéresser par exemple à la pêche. On va aussi s'intéresser dernièrement à la circulation de l'Atlantique Nord. Donc ça, c'est un point de bascule climatique dont vous avez peut-être entendu parler. Donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, a identifié 9 points de bascule climatique globaux, parmi lesquels beaucoup de points de bascule se trouvent soit dans les océans, notamment les barrières de corail, mais aussi au niveau des pôles, avec l'Arctique et l'Antarctique. Et dans les océans, vous avez un point de bascule qui a été identifié par le GIEC, qui est le ralentissement, voire l'effondrement de la circulation qui redistribue la chaleur de l'atmosphère, dont je vous parlais tout de suite. Et donc, typiquement, les études que l'on peut faire pour aider les institutions à prendre des décisions en termes d'adaptation, ça va être d'essayer de comprendre les impacts d'un point de bascule sur la stabilité géopolitique d'une région, voire sur les armées directement. Alors, ce serait un peu long de vous donner toutes les conclusions de cette étude, mais on va travailler au quotidien avec les armées et avec le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères sur la manière dont on peut cartographier le plus finement possible les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins, les écosystèmes côtiers, sur les populations qui utilisent ces écosystèmes marins et côtiers, et à plus grande échelle sur une région, sur des équilibres régionaux, voire des équilibres internationaux. Merci Julia. Justement, commandant Chardon, commandant, vous êtes capitaine de vaisseau, je rappelle. Alors vous intervenez après les catastrophes naturelles, mais il y a plusieurs volets en fait dans votre action. Il y a aussi un volet adaptation des infrastructures et après un volet anticipatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articulent ces 3 volets? Et puis surtout, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'opération Kiwi Quoi. C'est ça? Kiwi Quoi.
J'y Kivi suis. Kwaka. Quoi, j'y suis. Voilà. Oui. Alors j'y viendrai tout à l'heure. Donc merci tout d'abord pour cette invitation. Le paysage a été planté. Et donc, on peut voir à quel point l'impact est très concret pour les forces armées, pas uniquement pour la Marine nationale, pour les forces armées avec le dérèglement climatique, qui est à la fois un vecteur de tension sécuritaire, mais aussi de coopération internationale militaire pour tenter de préserver les équilibres. Donc, 3 niveaux d'action pour les armées, comme vous l'avez dit: réaction, adaptation, anticipation. Ce qui vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est la réaction, c'est-à-dire pour nous l'intervention après une catastrophe naturelle. Et donc le secours aux populations, mais également le rétablissement de l'État. Je vais prendre un exemple emblématique qui était l'ouragan Irma en 2017 à Saint-Barthélemy. Il faut imaginer, après le passage de cette tempête cet ouragan qui était le plus puissant de l'histoire récente, tout est absolument détruit sur l'île. Donc même l'État ne peut plus fonctionner. Et la Marine nationale est intervenue sous l'ordre de l'état-major des armées avec le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, qui apportait non seulement des produits de première nécessité, mais également différents corps de l'État pour rétablir sur l'île le fonctionnement normal de l'État. Donc il faut bien avoir cette vision globale et l'impact, la puissance de l'impact sur la vie quotidienne. Donc il y a un renforcement global des structures militaires pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Et ces structures vont être utiles pour des cas également qui ne sont pas liés au changement climatique, par exemple les tremblements de terre. Et ensuite, on viendra aussi là-dessus pour Kivi Kwaka. Je vais prendre un exemple dans une autre région du monde, dans le Pacifique Sud, où il y a eu en décembre dernier l'opération Vanuatu Assist, après le tremblement de terre sur l'île, qui a vu la mise en œuvre d'avions, d'hélicoptères depuis nos forces armées en Nouvelle-Calédonie, sur ce pays partenaire, avec une coordination politico-militaire dans le cadre d'une organisation France, Australie, Nouvelle-Zélande, mais également la mise en œuvre pour la première fois d'un état-major opérationnel, le Pacific Response Group Headquarters, qui a aidé à la mise en œuvre de cette opération. Donc on voit très concrètement l'évolution des systèmes militaires pour faire face aux catastrophes naturelles. Et ces structures vont faciliter également, au-delà de la coordination, les échanges d'informations, en particulier météorologiques. Cet état-major, Pacific Response Group, était provisoire. Il a été créé l'an dernier. À partir de l'été 2026, il va devenir permanent. Et donc avec une présence française permanente, des militaires qui vont être dans cet état-major prêts à intervenir. Le deuxième aspect sur l'intervention, on l'a vu, c'est les affaires de pêche illégale, donc liées aux migrations de populations halieutiques. Il s'agit de lutter contre les trafiquants. Je vais prendre un exemple l'amiral a mentionné le golfe de Guinée. Il faut savoir que 40% du poisson pêché dans cette zone l'est de façon illicite. La population de poissons a chuté de 50% entre 1970 et 2012. Et ce sont essentiellement des flottes hauturières de pêche extra-régionales qui sont responsables de ce déclin qui a un impact direct sur le tissu économique et social de la région. La Marine nationale et les armées contribuent à la stabilité en partenariat avec les pays du pourtour du golfe de Guinée qui sont satisfaits de cette coopération. Et à titre d'exemple, lorsque nos bâtiments sont présents, 40% des jours de mer dans le golfe de Guinée sont consacrés à la lutte contre la pêche illégale en liaison avec nos partenaires. Sur le volet adaptatif, on a d'autres trafics évidemment qui viennent se greffer directement liés au dérèglement climatique et donc aux disparitions d'espèces qui vont rendre certaines espèces plus rares, plus chères et donc économiquement plus intéressantes pour des trafiquants. Un exemple encore, en 2024, l'opération Manta de lutte contre le trafic inter-îles dans les Antilles a permis à la gendarmerie de Saint-Martin de saisir 160 kg de chair de lambi, une espèce menacée, sur une petite embarcation. C'était une première saisie de ce type. Donc on voit l'évolution des missions avec de nouveaux types de trafics qui sont mis au jour. Lorsqu'on parle de lutte contre la pêche illégale, on n'est pas sur un processus purement militaire, bien sûr. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées qui est à la tête de ce type d'intervention. On est dans un processus interministériel et en particulier, le secrétaire général de la mer est chargé de coordonner l'élaboration, la mise en œuvre d'une stratégie globale de lutte contre la pêche illégale, avec 3 volets, juridiques, opérationnels et capacitaires. Donc il y a tout ce travail interministériel qui se met en place. Alors 4 besoins en découlent.
le besoin de connaître la situation des trafics maritimes, qui fait quoi sur l'eau. On peut avoir un bâtiment qui ressemble à un bâtiment de pêche, mais qui en réalité va aussi faire du trafic d'êtres humains ou du trafic d'espèces protégées. Et donc c'est une mission permanente des moyens de la Marine nationale d'essayer d'identifier cette situation maritime. Et nous disposons en France d'un centre d'expertise dédié à la sûreté maritime, le MICA Center, Maritime Information Cooperation and Awareness Center, en liaison avec des pays partenaires qui disposent eux, de centres de fusion de l'information maritime. Et cet ensemble de réseaux, ce réseau aide à avoir une image globale qui va permettre de lutter contre les trafics. Encore une fois, c'est une question d'actualité. Un autre exemple, la semaine dernière, le South Pacific Defense Ministers Meeting, donc qui réunit la plupart des pays du Pacifique Sud ainsi que la France, qui est nation du Pacifique. Donc cette conférence s'est réunie et un communiqué conjoint a été publié le 25 octobre, donc il y a quelques jours, et il parle précisément de la sécurité maritime et de la lutte contre le crime organisé transnational. Et donc cette conférence a permis d'avancer en termes de coopération. Le deuxième besoin, il est autour des structures communes de partage de l'information maritime. Et donc, il faut avoir des machines qui se parlent entre elles pour échanger l'information. L'Union européenne joue également un rôle important là-dedans, avec 2 programmes, Crimario et Ioris, mis en place en océan Indien, en train de se développer dans le Pacifique Sud. Et la prochaine étape, c'est d'essayer de le développer en Asie du Sud-Est. En Polynésie, cet outil est aujourd'hui bien reconnu et donc répond aux attentes de nos partenaires et aussi aux attentes françaises. Le troisième besoin, c'est le besoin de patrouiller, de détecter, d'intervenir. Je pourrais revenir plus tard dessus s'il le faut. Et enfin, un besoin en formation pour la protection de l'environnement marin, sécurité, sûreté maritime. Et des académies sont mises en place avec une intervention forte de l'état-major des armées, Académie du Pacifique par exemple, mais également le ministère des Affaires étrangères, avec la direction de la coopération de sécurité et de défense, qui fait également des formations dans ce domaine. Et il y a une coordination entre les 2 ministères. Et je terminerai sur l'anticipation avec le soutien au programme scientifique. L'amiral en a parlé longuement. Et j'en viens au programme Kiwikuaka pour conclure. Le programme Kiwikuaka, c'est l'équipe à une échelle très modeste aujourd'hui, mais on est dans la Polynésie française avec l'équipement aujourd'hui d'environ 150 oiseaux pour détecter un certain nombre de données météorologiques dans le but de mieux comprendre le comportement de ces oiseaux et le jour où il y a un phénomène naturel hors norme, par le comportement, de gagner du temps en termes d'anticipation de la menace pour mieux protéger les populations. Et la marine est également partie prenante puisque les scientifiques sont transportés par bâtiments de la Marine nationale pour aller sur les différentes îles isolées et de façon à équiper les oiseaux. Voilà. Et la haute technologie, alors on pourra y venir sur les questions-réponses, mais est également une question importante qui est en train d'être prise en compte pour mieux gérer ces évolutions du dérèglement climatique. Voilà, il nous reste déjà plus que 20 minutes, donc on va accélérer un petit peu. Cyril Poirier-Konatassia. Alors justement, on parlait de pêche illégale, de pêche INN, donc pêche illégale et non réglementée. Le Centre d'études stratégiques de la Marine, justement, permet de faire un état des lieux de cette pêche. Mais aussi d'explorer les moyens de lutter. Et je vais passer même à la question suivante. Aujourd'hui, là, quelques mois après la ratification du traité de la haute mer, parce que ça concerne en partie la haute mer, c'est-à-dire ces eaux internationales qui ne sont sous autorité d'aucun État, qui représentent quand même 64% des océans, c'est beaucoup. Et quid de la mise en application et puis quid des aires marines protégées ? J'ai rassemblé les 2 questions. Oui, je vois ça, effectivement. Je sais que vous avez l'esprit de synthèse. Non, d'abord sur les ressources halieutiques, parce que c'est un point effectivement qui a été évoqué. L'amiral soulignait que 3 milliards d'êtres humains dépendent de ces ressources halieutiques. Le dernier rapport de la FAO, qui a été publié au moment du sommet de Nice, justement, faisait un bon état des lieux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 35% des stocks qui sont pêchés de façon trop importante. 35%. Dans les années 1970, on était à 10%. Donc on a une augmentation de ce point de vue-là. Et il faut bien avoir conscience que ces 35% qui sont donc pêchés de manière trop importante, la pêche INN a un impact
très importante dans ce domaine-là, puisqu'on estime aujourd'hui, alors c'est forcément des estimations parce que c'est une pêche illégale, etc., mais on estime aujourd'hui qu'un poisson sur 5 aujourd'hui dans le monde est pêché de manière illégale ou non déclarée ou non réglementée. Donc c'est considérable. Et donc ça a un impact sur les ressources halieutiques qui est colossal aussi. Ce qui est Et intéressant... pardonnez-moi, un poisson sur 6, je crois. 1 sur 5. Un poisson sur 6 mangé dans le monde et pêché par des bateaux chinois. Alors ça, oui, ça c'est un autre sujet parce que la pêche chinoise n'est pas forcément illégale, non déclarée. Et non déclarée, bien sûr. Non, 1 sur 5. Et donc c'est un enjeu qui est important. Ce qui est intéressant, c'est les moyens de lutte et de voir aussi la résilience des écosystèmes. Quand vous regardez, vous avez aujourd'hui, parce qu'au niveau global, donc on a ces 35%, mais vous avez des zones de pêche dans lesquelles ça se passe plutôt bien. La zone du Pacifique Nord-Est, par exemple, les stocks sont exploités de façon conforme quasiment à 100%. En Antarctique, de la même manière. Vous avez aussi des programmes internationaux, hein, le programme des Nations Unies, notamment, a lancé un programme concernant le thon dans les années 2010. Et aujourd'hui, on est revenu à des stocks, alors que le thon était une espèce qui était très problématique il y a une quinzaine d'années. On est revenu à des stocks qui sont plutôt intéressants aujourd'hui et sur une pêche qui est plutôt intéressante. Donc on a des moyens d'action. On a la Marine nationale y contribue et les autres marines dans le monde aussi. Et puis, c'était Julia qui évoquait les points de bascule identifiés par le GIEC. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau des océans, on est aussi à un point de bascule du point de vue de la connaissance et donc de la surveillance. Point de bascule parce que on va être en capacité d'avoir beaucoup plus de données numériques en provenance des océans, beaucoup plus de capteurs, à la fois des drones, à la fois des capteurs satellites. Donc, en ayant beaucoup plus de données, via l'intelligence artificielle, on va être en capacité aussi de traiter de façon beaucoup plus optimale ces données et donc de mieux connaître et en connaissant mieux, de mieux surveiller, de mieux agir aussi. Et ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui va compter donc, sur la deuxième partie de votre question, pour l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer, parce que le traité sur la haute mer, si on prend un de ses piliers, qui est donc la création des aires marines protégées en haute mer, on peut effectivement, et on va créer des aires marines protégées en haute mer, mais ce qu'il y a derrière après, c'est la surveillance de ces aires marines protégées et c'est l'intervention qui reposera... C'est quoi, c'est des trackers, c'est des satellites? Alors, il y aura ça, mais ensuite, il faut aussi être en capacité d'avoir, ça se voit vraisemblablement sous le régime de la loi du pavillon, donc les marines devront intervenir. Donc, il faut avoir à la fois de l'intelligence artificielle pour traiter les données, justement, qui vont permettre de surveiller ces aires marines protégées, et des moyens pour agir aussi dans le cadre de ces aires marines protégées. Donc, on est aussi, ce qui est... Il y a le constat qui est inquiétant. Ce qui est plutôt rassurant d'une certaine manière, c'est que les écosystèmes sont aussi résilients. Donc, si on agit, on a des capacités pour certains écosystèmes, en tout cas que ça se passe beaucoup mieux pour eux. Et on est aussi à un point de bascule avec ces données numériques et ces moyens de surveillance qui vont être démultipliés. Donc, on est vraiment un petit peu à un carrefour de ce point de vue-là. Très bien. Juste une petite question rapidement. Quel impact a l'absence, on va dire, ou la semi-absence? On sait que, par exemple, les speakers, les chercheurs, lors de la conférence des Nations Unies américains, n'étaient pas là. Aujourd'hui, quelles sont les implications de la, je ne vais pas dire disparition, mais en tout cas de la non-participation des chercheurs américains à toutes les études qui, en tout cas, comportent le mot climat, notamment? Vous évoquez l'UNOC à Nice, avec l'absence de représentation politique américaine, et puis des chercheurs américains qui avaient été invités et qui n'ont pas pu venir. Concrètement également, il y a des risques sur des programmes d'observation, comme le programme Argo qu'évoquait Cyril Poirier-Coutançais, dont la moitié des drones d'observation sont financés par les États-Unis. Et donc là, on peut avoir une baisse dramatique de la quantité d'observation. Et puis après, il y a la volonté politique. J'ai noté qu'il y a quelques jours, les Américains étaient à l'origine du report d'1 an des accords sur la décarbonation du transport maritime. 3,5% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait
des bâtiments de commerce. Et donc là, il y a une action déterminée, négative, contre des politiques de climat qui sont portées par notre pays et par l'Europe. Julie Atlas. Peut-être un premier point pour rebondir sur ce qui a été dit, sur pourquoi en fait on parle à la fois de données sur la navigation, sur la pêche, on parle de données scientifiques. En réalité, comme ça a été abordé par tous les autres intervenants, la spécificité des espaces maritimes, c'est que les acteurs de la sécurité y ont un rôle essentiel, notamment dans la protection de la biodiversité. La Marine nationale en France, mais ça peut être les gardes-côtes dans d'autres pays. Et donc il y a une imbrication entre les enjeux de défense et de sécurité et les enjeux environnementaux. Et finalement, ce qui se passe au niveau de l'administration Trump, pour moi, il y a deux mouvements en parallèle qui portent atteinte à la protection des espaces maritimes. Le premier, c'est effectivement le désengagement en termes environnementaux et climatiques de l'administration Trump, qui a coupé des financements à l'administration américaine de surveillance de l'atmosphère et des océans, qui était pourvoyeur important de données au niveau mondial. Donc ça, c'est la première chose, c'est le désengagement des projets climat. Et la deuxième chose, c'est que Trump considère que les espaces maritimes, et en particulier le transport maritime, sont au cœur des enjeux économiques. Et il y a une phrase qui a été prononcée qui le résume bien, en anglais dans le texte, « Ships are the new chips ». Et donc, les bateaux sont les nouvelles puces, sont les nouveaux semi-conducteurs. Ce qui veut dire que pour l'administration Trump, les échanges maritimes redeviennent des enjeux primordiaux, et notamment la construction maritime. Et pour ces raisons-là, il a mis toute son énergie possible, notamment à travers des menaces de représailles, pour freiner des négociations qui ne portaient finalement pas seulement sur le climat, qui étaient des négociations au niveau de l'Organisation maritime internationale, donc sur le transport maritime. Et donc la conjonction de l'intérêt de l'administration Trump pour le transport maritime et la construction navale, et en même temps un violent désengagement, je dirais, des enjeux climatiques, va avoir un impact certain sur la collecte de données, je dirais, mais aussi la collaboration scientifique à l'échelle internationale. Et donc ça va sans doute passer par la réorganisation des schémas de collecte, puisque les Américains avaient un rôle très important dans les collectes de données scientifiques. Et il faut trouver avec quels instituts travailler et qui va investir pour remplacer les fonds américains. Et justement, qui pour remplacer ces fonds américains? On a souvent tendance à dire, par exemple, dans les opérations de maintien de la paix, comme la nature a horreur du vide, souvent, finalement, c'est la Chine qui prend position lorsque les États-Unis se désengagent. Est-ce que c'est la même chose, Cyril, En tout cas, il faut sur le système Argo qu'évoquait l'amiral, justement, les financements aujourd'hui, le système repose à 56% sur les États-Unis. Donc c'est considérable, mais c'est pas très normal non plus. C'est-à-dire que c'est plutôt intéressant aussi que ce soit réparti à l'échelle de l'ensemble des pays du monde. Parce qu'effectivement, quand on a un acteur comme les États-Unis qui, en tout cas, envisage potentiellement de se désengager, tout d'un coup, c'est tout le système qui peut s'effondrer. Donc je pense qu'il y a surtout, plutôt que de remplacer un grand par un autre grand, il faut surtout arriver à une mutualisation des efforts. L'Union européenne, vous voyez, sur le système Argo, on est à peu près, on contribue à la hauteur d'un quart du financement. On peut peut-être monter un peu plus. Et puis, aller chercher aussi d'autres pays en Asie du Sud-Est et autres pour continuer à faire fonctionner le système et puis à mutualiser un peu plus. Je pense que la voie, en tout cas, elle est peut-être à ce niveau-là. Moi, j'avais une petite question sur le traité de Madrid qui prend fin en 2047, qui fait de l'Antarctique un lieu réservé, finalement, je vais faire court aux scientifiques et à la recherche. En matière de protection de l'environnement, est-ce qu'il pourrait y avoir sur fond justement de désengagement américain, mais aussi peut-être de rupture, on va dire, dans les relations internationales, autant le respect des traités internationaux, pas seulement des États-Unis, là pour le coup. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il pourrait y avoir une remise en cause de ce traité qui date d'octobre 91, Julia? Ou comment donc vous voulez? Je peux dire quelques mots peut-être sur le protocole de Madrid qui va être ouvert à la renégociation. Donc on espère qu'il ne va pas être renégocié.
Ce protocole de Madrid, il fait partie du système du traité de l'Antarctique. Et donc, ce traité de l'Antarctique est structurant et permet d'avoir à la fois de la coopération scientifique, de geler les revendications territoriales des différents États, et puis d'organiser l'utilisation des ressources. Et donc, la pêche que mentionnait Cyril Poirier-Coutançais est régulée en Antarctique par des organismes internationaux, et notamment la pêche au krill, qui est une petite crevette qui est essentielle pour la chaîne alimentaire. Cette ouverture potentielle des renégociations, elle ouvre le champ à l'utilisation de l'Arctique à des fins économiques autres que pour la pêche. Effectivement, d'un point de vue personnel, j'ai du mal à croire qu'on ne va pas réouvrir les négociations autour de ce protocole. Parce que, à mesure que le changement climatique participe à la fonte des glaces, on a des accès facilités aux zones polaires. Et donc, nécessairement, ça provoque l'appétit pour les ressources d'un monde qui va chercher des ressources de toujours plus loin. Là aussi, le changement climatique a un rôle dans la géopolitique de l'océan, puisqu'il ouvre à l'exploitation de nouvelles zones au niveau des pôles nord et des pôles sud. Commandant, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, sur le plan militaire, au jour d'aujourd'hui, au sud de la latitude 60 degrés sud, il n'y a pas de présence militaire, sauf en soutien aux scientifiques. Donc, par exemple, pour la France, c'est le brise-glace patrouilleur polaire Astrolabe qui est armé par un équipage de la Marine nationale, mais qui est administré par les terres australes antarctiques françaises et puis sur le plan des programmes scientifiques par l'Institut Paul-Émile Victor. C'est la seule présence. Si jamais tous ces traités internationaux sont remis en question, ça voudra dire que cette partie du monde sera à nouveau ouverte aux circulations militaires et donc ça va avoir un impact très fort sur les moyens d'une manière générale de défense et ça va étendre encore le périmètre de conflictualité. Ça m'amène à peut-être évoquer l'Arctique. Avec la fonte des glaces, on parle beaucoup de possibilités de nouvelles routes maritimes commerciales, mais pas seulement. Le ministre norvégien de la Défense a récemment alerté sur les agissements de la Russie dans la péninsule de Kola, où se trouve l'un des plus grands arsenaux d'ogives nucléaires. Est-ce que, pareil, autour de l'Arctique, il y a des inquiétudes à avoir concernant cet océan? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que les Russes sont en train d'y bâtir un empire militaire imprenable? Je ne sais pas, amiral. En tout cas, au moins embêter l'OTAN, à minima. Depuis des décennies, l'Arctique, c'est la plus grande base de la marine russe. Vous avez évoqué la presqu'île de Kola, Mourmansk. Déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, les convois de ravitaillement qui partaient des États-Unis arrivaient à Mourmansk pour alimenter l'armée rouge. Et encore aujourd'hui, les sous-marins qui viennent titiller les côtes de la Méditerranée, de l'Atlantique, partent de Mourmansk. C'est là où il y a vraiment les moyens les plus significatifs. Et donc, également, l'Arctique, c'est la zone de déploiement des sous-marins stratégiques russes, et donc ce qu'on appelle le bastion, donc qui est un endroit que les Russes veulent absolument protéger. Donc ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la fonte de la banquise. Grosso modo, le mois de septembre et le mois d'octobre, aujourd'hui, permettent à des bateaux qui ne sont pas des brise-glaces de longer toute la côte de Sibérie, depuis le Cap Nord en Norvège jusqu'au détroit de Bering, et donc d'imaginer de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, par exemple, l'exportation de gaz naturel liquéfié, produit en Sibérie, dans la presqu'île de Yamal, vers la Chine. Voilà, donc ça, c'est probablement une perspective, quelque chose qu'on verra dans les années à venir. Est-ce que ça va transformer en profondeur le trafic maritime mondial et rendre inopérant Suez? Je ne crois pas. Aujourd'hui, ce sont quelques bateaux, quelques dizaines de bateaux, comparés aux dizaines de milliers de bateaux qui, eux, partent de la Chine et alimentent tous les ports qui vont jusqu'à l'Europe en passant par le sud.
Vous voulez ajouter quelque chose, Cyril? Bon, l'amiral a tout dit. Effectivement, si on prend les porte-conteneurs, il faut bien comprendre que la logistique d'un porte-conteneur, ça n'est pas d'aller d'un point A à un point B, mais de relâcher dans plusieurs ports où il peut décharger des conteneurs, en recharger. Et de ce point de vue, la côte sibérienne n'a pas grand intérêt. Et donc, cette route arctique, effectivement, sera une route pour exporter des matières premières, mais pas une route du commerce international, en tout cas. Oui, sur le plan militaire, donc comme l'a dit l'amiral, cette zone est une zone d'intérêt prioritaire pour les intérêts français, européens et de l'OTAN. Cette zone arctique, c'est 6 fois la Méditerranée, pour avoir une idée, un ordre de grandeur. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir anticiper. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et d'un point de vue militaire, il faut gagner cette liberté d'action et donc connaître l'environnement marin. On en revient aux appuis aux études scientifiques et aux capteurs que sont les bâtiments de la Marine nationale. Et pour cela, 2 besoins, la liberté de navigation et donc la défense du droit international de la mer. Et l'autre point, il est technologique. Il faut avoir des équipements qui vont évoluer pour être en mesure de conduire des missions dans ces milieux extrêmes. Même si ça se réchauffe. Alors justement, puisqu'on parle d'environnement et pour effectuer la transition écologique, le monde va avoir besoin aussi de minerais qu'on peut trouver en grande quantité dans les profondeurs. Il y a des velléités d'exploitation justement minière sous-marine, l'exploitation des fonds marins. Moi j'ai quand même une question, c'est comment on peut commencer à creuser alors qu'on n'a pas une cartographie précise des abysses? Est-ce qu'on ne met pas le doigt dans un lieu qu'on ne connaît absolument pas, qui va peut-être libérer des bactéries, je n'en sais rien. Et est-ce qu'il y a une vraie manne financière dans ces fonds marins? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire dans ces fonds marins, pour parler de manière un petit peu vulgaire? En fait, alors, les fonds marins, c'est vrai qu'on en connaît très bien certaines zones. Les permis qui sont délivrés par la IFM, par exemple, dans la zone de Clarion, Clipperton et autres. Donc ces micro-zones à l'échelle de l'ensemble des fonds marins sont assez bien connues. Donc on a une cartographie des ressources qui peuvent y reposer. Après, la question sur l'exploitation de ces ressources, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il n'y a pas un épuisement des ressources à terre. On a des mines qui ont besoin d'être réouvertes, mais les ressources à terre, les ressources minières à terre existent encore de façon importante. Et donc il y a une question après justement, vous soulignez ça, de modèle économique, de coût d'exploitation, et que pour l'instant, quand on regarde en tout cas les grands acteurs miniers dans le monde, il n'y en a pas un qui veut aller exploiter les fonds marins. Ils sont plutôt à terre. Qu'il y ait après des projets notamment d'un Canadien, une entreprise canadienne. Ouais. Ça oui, mais sur en tout cas les acteurs installés, pour l'instant, ils ne sont pas désireux d'y aller. Donc demain, on ne va pas voir 2 pays se battre pour exploiter un fonds marin, Méral? Il pourrait y avoir. Le président Trump a autorisé le minage des fonds marins. Vous parliez d'impact qu'on n'a pas évoqué. Pour les scientifiques, l'impact, il ne fait pas de doute. Quand on creuse quelque part, quand on fait une mine, il y aura un impact. Voilà. Notre pays pense qu'il y aura un gros impact. Et d'ailleurs, notre pays est à la tête des pays qui veulent interdire l'exploitation minière des fonds marins. Donc il y aura un impact. Pour vous donner une idée, au Muséum d'histoire naturelle, il y a des spécialistes de la biologie des grands fonds. Et il y a ces chercheurs qui ont trouvé dans le Pacifique, une fois, à 3000 mètres de fond, une bestiole, mettons une étoile de mer à 9 branches. Ils en ont vu une fois. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde? Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Où sont ses frères? Où sont ses sœurs? On l'ignore. Et donc, ce qu'on est certain, c'est que cet impact de l'exploitation minière des fonds marins détruira un grand nombre de ces écosystèmes qu'on ignore. Pourquoi il détruira? Parce que quand on fait de l'exploitation minière, on va soulever des panaches de poussière qui vont retomber, qui vont transformer la chimie de cet océan. Donc, il y aura un impact, et c'est la raison pour laquelle le président de la République est porteur de ce refus de l'exploitation minière des fonds marins. Julien Tass? Un dernier point, oui, peut-être sur finalement la limite. Aujourd'hui, donc là, on parle de profondeur. Pour vous donner un aperçu, les fonds marins, en fait, ça va de 200 mètres
à 11 000 mètres de fond. Donc c'est un terme très très large. Quand on parle... Alors, les abysses, c'est 11 000 mètres, mais on ne va pas rentrer dans les... Mais il y a des plaines marines. Et donc, c'est souvent sur ces plaines qu'on va essayer d'aller chercher les nodules polymétalliques, qui sont une des ressources minières que l'on veut exploiter. Et ces plaines-là, elles sont autour de 4 000 mètres en moyenne. 4 000 mètres, c'est très profond. Et pour aller à ces profondeurs-là, on va utiliser des robots. Alors, soit des robots télécommandés, avec un petit fil pour aller jusqu'à 4000 mètres. Mais si on veut vraiment être efficace quand on mine, il faut utiliser des drones, c'est-à-dire des robots autonomes. Et aujourd'hui, on a des difficultés de communication puisque le milieu marin ne permet pas de communiquer de la même manière que dans l'atmosphère. Et donc, il faut accepter de perdre un drone, voire d'en perdre beaucoup, puisque... par essence, ils peuvent bugger et se perdre. Donc aujourd'hui, il y a quand même un enjeu au-delà de l'intérêt d'aller chercher des ressources qui sont très loin alors qu'on en a sur Terre. Il y a aussi une limite en termes économiques qui est combien de drones on accepte de perdre par gramme de cuivre, de cobalt qu'on a récupéré. Et je pense que c'est là où il y a aussi un enjeu technologique et de viabilité économique. Commandant, vous vouliez avoir le mot de la fin peut-être, parce que time out. Oui, rapidement sur les missions de la Marine nationale qui s'étendent vraiment des bordures immédiates des côtes jusqu'à la haute mer. Et encore une fois, qui s'inscrit pour la France dans la défense du droit international. Un dernier exemple peut-être sur le Pacifique et la zone Clipperton, donc ce petit îlot très éloigné du Pacifique et qui est au cœur de cette question des fonds marins et où nous patrouillons régulièrement pour nous assurer de la défense du droit international et de nos intérêts. Je regarde, on n'a pas le temps de prendre une question, ça n'est pas possible parce qu'il y a juste une main qui se lève. On peut prendre une petite question rapide ? Madame, c'est pour vous. On vous apporte un micro tout de suite. Zoé, cours. Merci Zoé. Stéphane Achassin de l'association AI Cargo. On travaille sur la décarbonation de la filière transport et logistique et je souhaiterais savoir comment la Marine nationale aborde la question de la décarbonation de ses activités et si on peut, si vous voyez des synergies avec les acteurs publics. Alors de façon très succincte, aujourd'hui dans l'architecture navale, le travail se fait du berceau à la tombe. Il y a toute une anticipation du cycle de vie des bâtiments et cela inclut la décarbonation mais également le retraitement de tous les matériaux qui peuvent être à bord d'un bâtiment une fois qu'il est désarmé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, et c'est donc la Direction générale de l'armement, en partenariat, bien sûr, en coopération avec tous les industriels, qui dirigent ce processus. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'avoir un impact minimal, parce que là au-delà des conflits, hein, c'est vraiment un modèle économique qu'il faut améliorer et qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique nationale et je l'espère encore internationale, de réduction de l'impact sur l'environnement. Voilà, vous pourrez interroger nos panélistes, hein, je me permets après, parce que Zoé m'a fait signe, impossible de continuer. Donc on me reste à vous remercier tous et toutes. Merci Amiral, merci Julia Tass, merci Commandant, merci Cyril Paris-Coutançais d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir écoutés avec grande attention. Voilà, bonne fin de journée à vous. Au revoir.